L'Auvergne, c'est aussi le berceau de la Gaule antique. Et nous avons rendez-vous avec Philippe, un enseignant auvergnat d'adoption, pour ce voyage dans le temps. Il nous emmène découvrir un site qui a marqué l'histoire de France il y a plus de 2000 ans, à l'époque de Jules César et Vercingétorix. Bonjour, bienvenue à Gergovie. Gergovie, c'est d'abord un belvédère naturel, un plateau de 96 hectares à 740 mètres d'altitude. Autour, un panorama de 360 degrés, stratégique pour y établir une ville. Au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, ici on a ce qu'on appelle un oppidum, c'est-à-dire une ville fortifiée gauloise avec des quartiers d'habitation spécialisés, c'est-à-dire des quartiers où se regroupent les artisans, des quartiers où se regroupent les habitations du peuple, on va dire, et puis des quartiers un petit peu plus aristocratiques. Donc il faut s'imaginer que les 70 hectares du plateau étaient urbanisés. Les habitants qui vivaient ici étaient les Arvernes, un peuple gaulois très puissant qui a légué son nom à la région. De ce peuple, en fait, que vient le nom Auvergne, le mot Auvergne, qui qualifie la région. En fait, les Arvernes, leur foyer originel, c'est le Cantal et le Puy-de-Dôme à peu près. Les Arvennes sont donc en quelque sorte les ancêtres des Auvergnats. Et bien avant la création de Clermont, c'était Gergovie, la capitale de la région. Difficile de l'imaginer aujourd'hui. Les Gaulois construisent leurs maisons avec du bois, avec du torchis, du chaume pour les toitures, donc que des matériaux périssables et donc évidemment des maisons peut-être assez modestes. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a plus rien. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a très peu de vestiges. À part quelques morceaux de céramique, il ne reste que ces quelques pierres. C'est une partie du mur d'enceinte qui protégeait la ville. Il faut imaginer qu'il faisait 1500 mètres de long et plus de 2 mètres de haut. Dans la fortification gauloise, il n'y a pas simplement le mur. Le mur, finalement, c'est qu'une des parties de la fortification, mais que la terrasse que l'on voit en contrebas fait partie intégrante de la fortification, puisque les assaillants doivent d'abord accéder à la terrasse, et quand ils sont sur la terrasse, ils sont extrêmement exposés aux défenseurs. Voilà. Et après, il leur reste encore quelques mètres à franchir pour... Donc on les voit venir. On les voit venir, exactement. Et Jules César, du fond de sa tombe, doit s'en souvenir. Le grand empereur romain a subi ici une cuisante défaite. Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ, en pleine conquête romaine. Les Gaulois, sous la conduite de Vercingétorix, résistent à l'envahisseur et repoussent l'assaut des légionnaires. César raconte que les femmes gauloises ici, pour ralentir l'avancée des légionnaires, se dénudaient, leur jetaient leurs vêtements, se jetaient à leurs pieds pour les retarder, et ce qui a permis aux défenseurs de revenir à temps pour les chasser. Quelques mois après Gergovie, Jules César tient sa revanche à Alésia. Vercingétorix rend les armes, désormais la Gaule sera sous administration romaine durant 500 ans. Le chef gaulois restera pendant longtemps une figure oubliée. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle, quand la France se cherchait un héros national, qu'il retrouvera ses lettres de noblesse. Mais au fait, qui était Vercingétorix ? La seule chose qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il ne ressemble certainement pas aux images chevelues et moustachues qu'on peut en voir un peu partout et qui datent du 19e siècle en fait. Et aujourd'hui, on envisage plutôt très proche des sénateurs romains par exemple. Donc, des gens avec les cheveux courts, rasés de près, certainement. Voilà, donc quelque chose de très éloigné de ce qu'on se représente d'habitude. Vous avez bien entendu, Vercingétorix ne ressemblait donc pas à Astérix et Obélix. Il était plus sérieux et certainement beaucoup moins drôle.